Et voilà, le webinaire est en direct. Nous sommes partis pour ce webinaire Perf & Go en partenariat avec Smartmetrics depuis Abidjan. Alors, nous sommes très, très heureux, jeudi 20 mai, de passer cette heure ensemble. On va laisser arriver les participants tout doucement. On les voit arriver, c'est magnifique. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais tout de suite partager un écran. Et voilà. Est-ce que… Alors, je regarde si ça marche très bien. Voilà, c'était un petit essai, ça fonctionne très bien. OK. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous vous laissons encore quelques minutes. Je signale à ceux qui sont déjà là que nous voulons que ce format soit participatif, interactif. Donc, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions, à réagir. On traitera vos questions et vos commentaires du mieux qu'on peut pendant ce webinaire. Et si ce n'est pas le cas, on le fera de toute façon a posteriori. Voilà, on est connecté maintenant ensemble et on le restera ensuite. Donc, on répondra avec grand plaisir aux interrogations que vont susciter nos échanges. Voilà, donc vraiment ce message, j'espère qu'il est clair pour tout le monde. Vous allez dans l'option de chat et vous pouvez nous envoyer vos réactions, vos questions, vos avis, vos commentaires. On va essayer avec Swazik, certes, d'explorer ensemble le sujet de ce webinaire, mais en posant un maximum de questions, en se posant un maximum de questions. Bonjour à Mireille Sogbou qui envoie un petit message. On est très heureux également que vous soyez là, Mireille. Merci de nous avoir rejoints. Allez, 11h02, on attend 11h05. À 11h05, on démarre. On donne 3 minutes aux retardataires. C'est génial. Vous arrivez, on est très heureux. Alors, Swazik, tu n'as pas pris la parole, mais on te voit. Donc, je te propose, si tu veux, de dire un petit coucou, un petit bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hello tout le monde, exactement, bonjour, bonjour à tous, c'est génial de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes à Abidjan, vous êtes très courageux de braver les coupures d'électricité, donc ça c'est top. Donc je vois que Mireille, vraiment, Mika, Lamine, Laoré, Eric, je vois Conan, je vois Katie, je vois Frédéric, Farid, Fanny, Edwige, Dobré, Maria, Boris, Daniel, voilà, Jacques. J'ai vu Rania tout à l'heure, voilà, coucou Rania. Salut Tony, Rim, Sangaré. Non, c'est cool, c'est cool. Et le sujet est passionnant. En tout cas, j'adore. Parfait, génial. Merci Marc, beaucoup. ouais, c'est top. Merci Swazik d'être parmi nous. On va dans une minute, on va démarrer. Tu te présenteras un petit peu mieux, mais quoi qu'il en soit, effectivement, comme tu l'as dit, nous bravons les éléments. Nous bravons les éléments. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent de quoi on parle. Pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ils savent peut-être aussi de quoi on parle. Mais de toute façon, on est là, on est présent et pour rien au monde, on raterait ce rendez-vous que nous avons lancé donc pour cette saison 2021 avec Perf & Go. Et donc, c'est ce deuxième webinaire que nous lançons autour de nos sujets de prédilection. Salut Rania, merci à toi aussi, on est heureux de te retrouver, c'est top. Allez, Swazik, qu'est-ce que tu penses si on y va? Go, c'est top. On est parti, génial. On est parti? On a une heure pour parler de marque employeur, pour parler de soft skills. Pour parler de vos expériences, voilà, n'hésitez pas, comme l'a dit Emmanuel, c'est dynamique, c'est un moment d'échange. Donc, profitons-en. Très bien. Alors, je veux bien que tu continues un tout petit peu à parler, Swazik, parce que je dois récupérer la présentation.
La présentation, d'accord. Qui a disparu. D'accord, d'accord. Voilà, comme vous l'a dit Emmanuel tout à l'heure, bien sûr, il y a le chat. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le bloc questions. Voilà, tout simplement. On y répondra avec plaisir. Donc moi, peut-être que je vais vous interroger. Est-ce que justement la marque employeur, c'est un sujet que vous traitez dans vos organisations, traitez dans vos entreprises? Vraiment, mettez vos réponses dans le chat. Est-ce que c'est un sujet qui vous pose problème? Est-ce que c'est un sujet avec lequel vous arrivez à adresser vraiment avec peut-être vos dirigeants, avec collègues, avec vos collaborateurs? Comment ça se passe chez vous? Être effectivement d'apporter des réponses. En tout cas, moi, je vais essayer de vous apporter des réponses les plus précises possibles en fonction aussi des réalités qui me sont présentées. Top, très bien. Est-ce Ça que y est, on mon voit ton écran est bien, partage est-ce que d'écran. mon écran est bien là, Swazik? Yes. Super. Allez, bienvenue à tout le monde. C'est parti pour 1 heure de partage avec Perfengo et ce webinaire « Pourquoi et comment les soft skills font émerger la marque employeur ». On a décidé sur cette série de Perfengo de parler de la marque employeur. On avait commencé à parler de marketing RH lors du webinaire du 15 avril. Et en fait, on l'avait intitulé « Les New Basics de l'infrastructure RH ». Et on se rend bien compte que les RH au sein d'une boîte, au sein de l'organisation, sont soumis à des opportunités extraordinaires, mais aussi à des tensions et des pressions qui demandent de renouveler son regard sur le rôle des RH, sur les pratiques RH et donc forcément sur les outils et les méthodes RH. Et donc, au cœur de tout cela, il y a quelque chose qui le synthétise assez bien, c'est cette notion de marque employeur. Je vous avoue que nous, on se passionne de cette marque employeur au fil de l'eau, d'une certaine manière, au fil de notre intérêt pour ces nouveaux enjeux RH. Et c'est un sujet qui est extrêmement profond, en fait, et multidimensionnel. On peut l'aborder par plein de bouts différents. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de l'aborder en relation aux fameuses soft skills, aux fameuses compétences comportementales ou compétences transversales qui apparaissent comme un élément de plus en plus important dans le management de l'organisation. Donc, le management, évidemment, des collaborateurs, des équipes, que ce soit au moment du recrutement, mais évidemment aussi en termes de management et de développement des collaborateurs et des compétences. Donc, on va finalement vous parler, on va en tout cas explorer ensemble cette relation entre les soft skills que tout le monde connaît, la marque employeur que tout le monde connaît, et pourtant, c'est des périmètres qui évoluent très vite. Et donc, on va essayer ensemble de comprendre un petit peu cette articulation. Alors, justement, de quoi va-t-on parler? On va commencer par cadrer cette marque employeur. On ne va pas pouvoir tout dire, on ne va pas pouvoir être exhaustif, mais on va quand même essayer de comprendre ensemble pourquoi, de manière progressive et surtout de manière de plus en plus intense, elle prend sa place dans l'ADN de votre entreprise, cette marque employeur, avec un focus que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est l'idée de transparence. Vous allez comprendre pourquoi. Deuxième point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette relation entre les soft skills et la marque employeur elle-même. Et là, le focus sur lequel on va essayer de s'arrêter, c'est l'idée d'identité, la notion d'identité. Et finalement, c'est comment intégrer les soft skills dans votre processus marque employeur. Un de nos leitmotifs, c'est le passage à l'action dans le groupe Smart et pour Perfengo. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble comment on met en pratique, comment on passe à l'action et comment les soft skills sont effectivement utiles, efficaces dans cette construction, dans cette consolidation de la marque employeur. On fera un focus sur le recrutement et sur le développement des compétences. Donc, voilà les 3 points qui vont structurer notre webinaire, notre présentation. En quelques mots, c'est important pour nous, c'est de nous rappeler ensemble pourquoi on est là, pourquoi Swazik est là. Et donc, c'est tout simplement de passer 60 minutes de réflexion et de partage d'expérience. On va essayer de faire un ping-pong avec Swazik pour que justement on vous partage le maximum d'expérience que l'on a
en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. Et on est connecté à beaucoup de clients. C'est notre job d'accompagner les entreprises, les dirigeants, les managers. Et donc, évidemment, nous, on est un peu des éponges et ça nous permet ensuite de repartager nos expériences. Et donc, c'est ce qu'on va faire sur les sujets people en particulier et l'infrastructure RH et capital humain des organisations. Ce qu'on veut valoriser, c'est ce que je disais, c'est cette extraordinaire dimension de l'organisation que sont les personnes qui la composent. Vous, nous, nos collègues, nos clients, les individus et les équipes, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui nous passionne et donc c'est ce que l'on souhaite faire, c'est valoriser, encore une fois, en partageant les expériences et en mutualisant les connaissances. Tout ça, pourquoi? Pour passer à la pratique, pour passer à l'action, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le leitmotiv du groupe Smart, c'est donc le leitmotiv de Perf & Go, qui est une marque du groupe Smart. Et donc, Perf & Go, le voilà, c'est un assessment center et un learning center. Et donc, nous avons trois manières d'exprimer notre intelligence, d'exprimer notre passion à travers un assessment. C'est donc notre assessment center. Nous avons toute une série de solutions psychométriques, d'analyse comportementale. Vous verrez, on va en parler un petit peu tout à l'heure lorsqu'on va parler des soft skills. Et donc, ça permet d'appuyer, d'accompagner les organisations dans toutes leurs actions de recrutement, de développement de compétences, de cartographie des compétences. C'est passionnant. Le deuxième axe, c'est le Boost Academy. Et donc, c'est des contenus de learning, des contenus d'apprentissage en ligne qui adressent les sujets, encore une fois, du people, du capital humain et de la fonction RH. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas si cela vous intéresse. On a basculé dans l'ère de l'apprentissage digital. Alors, ça remonte un petit peu, mais il y a une accélération extraordinaire. Et donc, Perf & Go s'ajuste, s'adapte et avec beaucoup de passion, nous développons ce pôle d'académie en ligne, de learning. Et donc, si cela vous intéresse, on en parle avec grand plaisir. Et finalement, le troisième axe, en partenariat avec Swazik et Smartmetrics, c'est le People Business Partner. Et donc, c'est finalement tout ce que je vous ai présenté avant, c'est comment on vient aider une entreprise, un dirigeant, une équipe de management à passer à l'action, à mettre en pratique et à produire de la performance et de l'impact pour son business. Voilà, on aime le business, vous allez le voir, c'est passionnant. Et donc, Swazik, voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, Swazik? D'accord, merci beaucoup Emmanuel. Donc, je suis Swazik Madrignac, je suis executive coach et j'accompagne des dirigeants, des managers sur toutes les thématiques liées bien sûr à la performance, liées aux transformations, aux évolutions dans les organisations et j'accompagne également les professionnels RH. Je dirige Smartmetrics, qui est une société de conseil et de coaching stratégique qui ont créé des programmes de développement sur mesure. On est basé à Abidjan et on travaille sur toute l'Afrique. On travaille aussi, on a des clients en Europe, on a des clients en Asie. Et notre focus est véritablement africain. Moi, ça fait maintenant 17 ans que j'accompagne les gens. Voilà. Ça fait 17 ans que j'évolue entre l'Afrique, entre l'Europe et l'Asie, et c'est très, très fun. J'adore mon job. Et, et j'ai vu déjà une première question qui me titille. Parfois des problématiques pour la validation des budgets par la direction et de s'engager donc sur des ROI très précis. Donc ça, c'est plutôt effectivement pas évident. Donc c'est un point qu'on va traiter. On a quelques astuces, quelques conseils. Donc on va creuser cette dynamique en fait. Comment influencer son codir, comment influencer ses directeurs justement sur de l'investissement pour investir dans une marque employeur, investir dans les RH et bien sûr en faisant une promesse que l'on va tenir. Non, ça me parle, on va en parler. Alors, je vous avais tout à fait raison de poser des questions, mais vous allez du coup me solliciter moi dans mon rôle de gardien du temps parce que Swazik Madrignac est quelqu'un qui adore partager son expérience. Et donc, si vous posez des questions précises ou un peu globales, vous allez voir, elle va y répondre parce qu'elle adore ça. C'est son métier en réalité, d'écouter, de comprendre les sujets, les besoins, les problèmes, les enjeux. Et de construire une réponse. Ce n'est pas donner une réponse, c'est vraiment construire en prenant en considération l'environnement de la personne elle-même, construire une réponse avec la personne. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai plutôt intérêt à faire attention au temps.
si on veut aller voilà, si on veut aller au bout de ce qu'on vous a proposé. Je vous remercie. On est 40 en ligne. C'est extraordinaire. On est très heureux. Je vous le dis parce que je sais que c'est du temps. Je sais que c'est un choix et une décision de chacun de se connecter. Donc voilà, d'ores et déjà, je vous remercie beaucoup pour cela. Merci à Swazik d'être présente. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est de démarrer et donc de comprendre pourquoi la marque employeur, ce dont on parlait tout à l'heure, elle est au cœur de votre entreprise aujourd'hui. Et donc, voilà, exactement. Et donc, le premier élément de réflexion qu'on va vous partager, c'est que la marque employeur, elle ne vient pas s'imposer à vous. La marque employeur, ce n'est pas une décision parce que le voisin le fait. La marque employeur, ce n'est pas une obligation non plus. C'est un choix, c'est une décision. C'est le produit et le fruit d'une réflexion stratégique au sein d'une organisation. Évidemment, on peut l'apprendre par un tout petit bout. Par exemple, avoir un joli site web pour son entreprise ou avoir une logique de diffusion de nos annonces à candidature sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, ça ne sera que des éléments qui, s'ils ne sont pas réfléchis ensemble, ne vont pas être forcément très efficaces. Et donc, cette première idée qu'on veut partager avec vous, c'est que la marque employeur, c'est avant tout une marque. Et donc, comme n'importe quelle marque, c'est un élément ultra stratégique de votre entreprise, de votre organisation. Et donc, vous avez plutôt intérêt à savoir pourquoi vous voulez que cette marque existe. On a plutôt intérêt à cadrer cette marque, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit employeur, c'est une marque. Et donc, c'est une logique de branding. Et donc, ça demande de respecter quelques étapes. Et c'est vraiment cette idée-là qu'avec Swazik, on voudrait commencer par vous partager. C'est comme si vraiment les fondations d'une maison, voilà, on ne commence pas par mettre les fenêtres ou le mobilier. On commence vraiment par les fondations et la marque employeur, c'est une marque et donc de la même manière, il faut le réfléchir comme tel et donc commencer par réfléchir quelles sont les origines de cette marque. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle soit créée? Dans quel but? Qu'est-ce qu'elle va apporter comme changement sur votre marché? En quelques mots, c'est la vision en fait. Cette vision dont on entend beaucoup parler, qui est lourde à porter parfois dans les organisations, qui est lourde à partager, qui nécessite d'être revue, d'être régulièrement, parce que l'environnement évolue. Et bien de la même manière, la marque employeur demande à ce que l'équipe élargie qui réfléchit à cette marque employeur, eh bien elle pense à la vision de cette marque employeur. Et donc vous voyez que là, on n'est pas dans des actions, on n'est pas dans des outils, on n'est pas dans des initiatives à court terme. On est vraiment dans une logique où est-ce qu'on veut amener cette marque employeur et donc il faut comprendre où est-ce qu'elle prend son origine et à quoi elle va servir pour l'entreprise de manière stratégique. Donc la vision, comme beaucoup de choses, est au cœur de cette stratégie efficace de développement de la marque employeur. Swazik, est-ce que tu veux dire un mot et peut-être le mettre en perspective avec une expérience que tu as? Oui, je pense qu'effectivement, le sujet de la marque employeur, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, effectivement, tu l'as dit. Donc, il n'y a pas de différence entre une marque employeur et la marque. C'est juste un élément, et la marque commerciale, j'entends. C'est juste un élément de plus, en fait, pour se connecter à ses clients, pour se connecter à son marché, pour se connecter à ses employés, et bien sûr, pour apporter de la valeur, pour créer de la valeur, parce que c'est ce qui compte. On veut de la rentabilité, on veut durer sur le marché, on veut pouvoir toucher nos clients, les capter, les fidéliser. Eh bien, la marque employeur va y contribuer. Moi, je vais partager, par exemple, l'expérience de SmartMetrics. L'expérience de SmartMetrics, quand j'ai créé SmartMetrics en 2015, voilà, 2015, moi, je suis une entrepreneur chic-choc, entre guillemets, et c'est le 7e bébé, la 7e entreprise que je crée. Eh bien, je me suis posé toutes ces questions, de savoir, voilà, quelle organisation je voulais créer. Et justement, je me suis demandé pourquoi je crée SmartMetrics. Et pourquoi je crée SmartMetrics, c'est pour apporter de la valeur, apporter des connaissances, m'assurer que les personnes, les clients que l'on accompagne puissent grandir, puissent évoluer, puissent s'adapter, puissent s'agiliser, et ce, dans le respect en fait de ce qui compte pour eux, dans le respect de leurs clients, en toute éthique.
Et pour ce faire, c'est apporter donc des contenus inspirants, des formats inspirants, des formats différents, des sources et des ressources qui vont leur permettre en fait de réfléchir autrement et d'ouvrir le champ des possibles. Pour moi, c'était super important. Ce qui fait que ça ne pouvait pas être différent à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, lorsque j'ai pensé à ma marque, j'ai pensé tout de suite à l'employeur que je voulais être et donc comment j'allais accompagner mes salariés, comment j'allais créer justement une culture d'entreprise qui matche avec ce qu'on voulait réaliser, comment est-ce qu'on allait créer cette cohérence et cet alignement avec nos valeurs. Donc, nos valeurs, c'est la curiosité, nos valeurs, c'est l'apprentissage perpétuel, nos valeurs, c'est mettre du fun, du plaisir, de la joie, de l'amour dans tout ce que l'on fait. Donc, être généreux avec nos clients, être généreux en interne, être généreux aussi avec notre communauté parce qu'on crée beaucoup de formats gratuits pour que justement quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'argent et qui ne peut pas se faire coacher puisse aussi se développer. C'est aussi une marque qu'on a voulu digitale, complètement digitale. Donc, nos employés sont formés au digital, par exemple, et deviennent des ambassadeurs de notre marque sur les réseaux sociaux. Tous ces facteurs, tous ces éléments construisent notre marque et construisent notre marque employeur. Donc, comme tu l'as dit, le pourquoi, les changements, les choses que l'on veut résoudre, notre philosophie de vie, notre philosophie de travail se retrouvent dans notre marque employeur. Et ça, c'est super important. Et je crois qu'en tant que professionnel RH, c'est des questions en fait que je vois que l'on me pose très souvent. C'est comment je fais justement pour construire la marque employeur. Eh bien, on se reconnecte à ce qui compte vraiment, on se reconnecte à la simplicité, on se reconnecte à pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et petit à petit, effectivement, par ce travail de questionnement, de clarification, la vision s'éclaire. Et effectivement, là, tu ouvres sur les valeurs et les valeurs vont se préciser et vont petit à petit s'incarner dans la marque, vont s'incarner dans la façon de faire, dans les processus. Exactement. J'ai mis valeur, c'est le deuxième élément qui est assez logique après la vision, tu as parlé de culture également. Attention, on a conscience que ces mots, vision et valeur, on les entend énormément. Allez, je suis sûr que dans vos organisations, dans vos entreprises, au moins une fois par semaine, vous entendez le mot vision, vous entendez le mot valeur. Et pour autant, c'est pas galvaudé. Pour autant, c'est essentiel. Quelles sont ces convictions partagées que vous avez que vous voulez en tout cas voir s'incarner entre l'organisation et vous-même et vos collaborateurs et vos dirigeants. C'est pas des mots simples, c'est des mots forts, convictions partagées. Est-ce que vous avez défini ce sur quoi vous ne vouliez pas transiger à la fois en tant que vous, collaborateur, salarié, employé, ou est manager, ou est dirigeant, ou est administrateur d'une boîte. Il y a des choses sur lesquelles une organisation ne veut pas transiger, que ce soit en termes business, que ce soit en termes éthiques, que ce soit en termes de pratiques managériales, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes… Est-ce que ça, c'est défini? Est-ce que ça, c'est partagé? C'est ça les valeurs. Les valeurs, c'est pas un mot comme ça, un joli mot qui une fois qu'il est dit, s'envole par la fenêtre ouverte. C'est vraiment quelque chose qui doit s'incarner au sein de l'organisation et donc qui doit être discuté de manière extrêmement claire. Et donc, une manière de poser la question Soisic, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne veut pas transiger sur certaines choses. Que sont ces choses-là? Est-ce qu'on les a, est-ce qu'elles sont dites? Est-ce qu'elles sont vraiment exprimées? Et ensuite, évidemment, ça va permettre, une fois qu'elles sont exprimées, ça va permettre de comprendre dans les relations, individuellement, si on est aligné avec cette idée-là. Et là, vous avez vu que, évidemment, on arrive déjà sur cette idée de compétences comportementales, de comportement, d'attitude. Et donc, vous voyez qu'on a à peine commencé que finalement, on est déjà dans cette dimension-là. Donc, Soisic, sur quoi tu ne veux pas transiger? Tu t'attendais pas à cette question? Alors, non, je ne m'y attendais pas, mais c'est fun. Moi, déjà, cette dimension de valeur, tu l'as très bien dit. On peut avoir des valeurs qui sont placardées sur tous les murs des bureaux, des organisations. Et si effectivement, elles ne sont pas incarnées par les managers, elles ne sont pas incarnées par les dirigeants, elles ne sont pas incarnées par les collaborateurs, ça ne vaut pas le coup. Ça crée au contraire une sorte de dissonance cognitive, de dissonance entre les faits et ce qui est dit. Et ça, ce qui est fait, voilà, et ce qui est dit, et ça peut pas marcher.
Moi, je me rends compte que cette dimension de valeur, et c'est avec le temps, et elle est essentielle. Et je vois de plus en plus les collaborateurs, je vois de plus en plus les salariés, je vois de plus en plus les clients également se connecter à ces valeurs d'organisation. On a vu des boîtes comme Enron, par exemple, qui avaient la fiabilité, qui avaient l'honnêteté comme valeur, mais qui, bien sûr, ont menti et ont surtout entaché ces valeurs de toutes ces mauvaises actions. Ben, la boîte a mis la clé sous la porte. Bien sûr, il y a eu la faillite, mais les dirigeants sont en prison et voilà. Donc, c'est vachement important d'être aligné et de faire en sorte que ces valeurs, elles soient incarnées, et ce, dans tous les aspects de la vie de l'entreprise. Donc, que ce soit encore une fois en interne avec les employés, dans le management, dans la façon de communiquer, dans la façon de parler, dans la façon de faire des feedbacks. Et ça va dans les deux sens, hein, que ce soit collaborateur ou employeur, que ce soit en interne avec les clients. Si l'une des valeurs, par exemple, c'est l'expérience client, mais ça doit être topissime. Ça ne veut pas dire que ça doit être parfait, parce que tout est progression, tout est construction. Mais en tout cas, on doit sentir qu'il y a un véritable effort pour que le client soit bien traité, soit bien accompagné. Et bien sûr, celui qui traite bien le client, c'est l'employé. Donc, on appelle ça j'aime beaucoup ça, on appelle ça on a une expression sur le fait que l'attention portée sur les employés va se répercuter sur les clients. Eh bien, pour moi, à Smart Metrics, par exemple, une des valeurs qui est super importante, c'est l'honnêteté. L'honnêteté de dire que je ne sais pas, l'honnêteté de dire que je dois apprendre, l'honnêteté de dire à ses clients, ben là, ça va pas être possible, l'honnêteté de dire à un fournisseur, ben là, j'ai besoin qu'on travaille autrement ensemble. Cette honnêteté, en fait, et cette transparence, pour moi, c'est essentiel, parce que sinon, on ne peut pas travailler, on ne peut pas progresser, on ne peut pas créer de valeur. J'attends aussi de l'honnêteté de la part de nos clients, c'est-à-dire qu'avant de commencer une mission, j'ai pas besoin de voir le rêve, j'ai pas besoin de voir le fantasme, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce sur quoi ben, vous galérez, ce qui est compliqué, et là, on peut vraiment travailler, je peux vous être utile. Et on peut construire ensemble un programme qui va vraiment vous aider et qui va toucher les points sensibles de l'organisation. Donc, l'honnêteté, elle est essentielle. L'autre dimension, c'est l'humilité. Moi, j'ai conscience qu'en 20 ans, presque 20 ans de job, eh bien, j'apprends beaucoup et il y a plein de choses que je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, et quand je sais, je le dis aussi. Et pour autant, j'ai besoin aussi je dis souvent à mes clients et je dis souvent à mon équipe, eh bien moi, j'apprends. J'apprends tous les jours parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne connais pas et que j'ai envie d'apporter le meilleur à mes clients. J'ai envie d'apporter ce truc en plus, de l'émotion en plus. Et donc, je ne suis pas une experte. Donc, pour moi, l'humilité, elle est en lien avec le fait que je ne suis pas une experte de quelque chose parce que ça se construit. Et que ce que j'attends aussi de mon équipe, c'est qu'elle ne se comporte pas en équipe experte, mais qu'elle devienne au contraire, qu'elle soit extrêmement vivante dans le partage, dans la dynamique, et qu'au contraire, on soit d'égal à égal, en fait. Vraiment, qu'il y ait cet équilibre dans la relation qui se construise pour avancer ensemble, pour construire ensemble. Ok, Voilà, c'est donc vraiment les là, deux très points. bien, très bien. Donc là, tu nous fais vraiment un parallèle, ou en tout cas, c'est l'idée que, ce que l'on développe, ce que l'on pratique, ce que l'on incarne à l'extérieur, on l'incarne à l'intérieur. Si on l'incarne bien à l'intérieur, ça va évidemment générer du business en réalité. C'est-à-dire qu'on va d'autant mieux adresser, grâce à de l'identité forte, de l'authenticité, ce que tu disais, de la sincérité, de l'humilité, on va forcément créer une relation forte avec le client. Et en cascade, c'est évidemment du business, c'est de la profitabilité, c'est ce que l'on recherche tous. Donc, il y a vraiment cette relation interne, externe, et cette cohérence des actes entre je parle à mes collaborateurs, je suis avec mes collaborateurs, je parle à mes clients, je suis avec mes clients. Et donc là, on retrouve cette idée de marque commerciale ou marque employeur, ça se construit de la même manière. Et donc, si vous travaillez sur votre marque employeur de cette manière-là, vous travaillez de fait sur votre marque tout court, et donc vous travaillez sur votre business. Et peut-être que ça répond, c'est un élément de réponse à la question qui a été posée tout à l'heure sur les budgets, sur la convaincre ou influencer ses dirigeants ou son management. C'est qu'en fait, c'est ça la vraie relation que l'on recherche, c'est celle-là. Juste un petit exemple, vous pourrez aller voir, nous on aime beaucoup un groupe hôtelier mondial qui s'appelle Marriott.
Et Marriott de ce point de vue-là, a une politique de développement de ses collaborateurs et comment dire, et de pratiques collaboratives extrêmement puissantes et ne s'en cache pas, avec un but, et en plus, eux, ils sont dans l'industrie de l'hôtellerie, avec un but, c'est que si un employé est écouté, si un employé est développé, si un employé est heureux, eh bien, il rendra heureux évidemment le guest qui viendra le voir dans son hôtel. Et donc, la relation est évidente dans un cas comme celui-là. Mais allez voir Marriott, c'est vraiment assez passionnant, groupe familial et multinational, de la manière dont ils ont mis ça au cœur vraiment de leur système pour attention, hein, pour faire du business, parce que si les clients ne viennent plus, si les clients ne sont pas contents dans ce type d'industrie-là, pour le coup, et à l'heure du digital, ça leur revient très très vite. Donc, parfait, Swazik. Je voudrais qu'on avance un petit peu. Ouais, mais je voudrais juste faire un point sur Marriott et sur un élément de leur marque pendant la crise du Covid, justement. Et pendant la crise du Covid, le DG de Marriott, Arne Sorenson, s'est exprimé à ses employés, donc il s'est exprimé, il a partagé sa vision auprès de ses employés, auprès de ses équipes, parce qu'ils ont licencié, ils ont fermé quand même pas mal d'hôtels pendant cette crise. Et en fait, il a été extrêmement transparent et extrêmement clair et extrêmement honnête. Et ce discours a été partagé, bien sûr, en interne, mais surtout partagé en externe. Et la marque Marriott en est ressortie vachement grandie, en fait, super grandie, parce que c'est un dirigeant qui a dit, ben voilà, c'est compliqué, c'est difficile, on va faire ce qu'il faut pour essayer de préserver nos employés, mais pour autant, il y aura des licenciements, il y aura des difficultés à gérer, mais on construit, on va traverser cette étape ensemble. Transparence. Et c'est ce qui compte. Transparence. Exactement. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, le discours de Arne Sorenson, vous pouvez aller sur le blog de Smart Metrics. On a fait une petite étude, un petit débrief en communication de crise dessus. Vous vous souvenez, hein, on a le focus qu'on va développer un petit peu après, c'est la transparence. Et là, on est en plein dedans. C'est vraiment un élément fondateur d'une marque employeur efficace. Et donc, on va en parler tout à l'heure. Je termine juste ce petit raisonnement autour du cadrage de la marque et de la marque employeur, vision, valeur, attribut. Alors, attribut, c'est assez simple. C'est au fond, c'est de décider justement ce qu'on va faire. Quels sont nos attributs? Sur quoi on est meilleur et de quoi on a besoin. C'est aller au-delà des discours. C'est très facile de parler de la marque employeur, vous l'avez vu, hein, et de dire voilà, réputation, réseaux sociaux, processus candidat, processus recrutement. Mais très bien, mais décidez-le. Et décidez quels sont vos meilleurs attributs justement pour être différent et être meilleur sur le marché. Est-ce que c'est sur, par exemple, la phase de recrutement en tant que telle? Est-ce que c'est sur la phase de onboarding? Est-ce que c'est sur la phase de développement des compétences? Est-ce que c'est sur la phase d'apprentissage sectoriel? Est-ce que c'est sur la phase de renforcement de l'employabilité et de la mobilité interne? Et donc, en fait, tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement précis, qui sont au cœur de la fonction RH, mais qui demandent, donc, après cette phase de vision, cette phase de valeur, dont on a bien parlé, c'est maintenant rentrer dans quelque chose qui est peut-être plus technique, mais à partir desquels, les attributs, vous allez vraiment construire votre stratégie. Et donc, il ne s'agit pas de dire on va tout faire, il ne s'agit pas de dire on va faire des choses dont on n'a pas les ressources, il s'agit de comprendre ce dont on a besoin, de le prioriser et de décider qu'on allait être le meilleur, par exemple sur la phase de onboarding. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que la phase d'onboarding devienne un facteur de valeur ajoutée et de valeur comparative et de valeur différenciante sur le marché pour votre société. Voilà, tout simplement. Et donc là, bah, évidemment, après, là, vous pouvez imaginer 10 activités, 10 initiatives, les choses relativement classiques, hein, comme l'accueil par les pairs, le parrainage, des activités plus original sur, par exemple, au bout de un mois, demander à au nouveau collaborateur de pitcher l'organisation, transparence, qu'est-ce qu'elle a vu au bout d'un mois, qu'est-ce qu'elle vous fait remonter. Donc voilà, on a différentes manières de le faire, mais de toute façon, cette étape-là, elle est super importante et
Il ne s'agit pas de tout adresser en même temps, mais bien de bien comprendre ce dont vous avez besoin et ce sur quoi vous allez être meilleur. C'est ça, les attributs. Swazik, tu veux dire un mot là-dessus? Non, c'est très clair, c'est vraiment ces points forts et ces éléments de différenciation. Vraiment, la marque employeur, c'est ce qui nous rend différents sur le marché, c'est ce qui va bien sûr attirer des candidats, attirer des recrues, mais c'est ce qui va faire aussi que les employés vont être fidèles à l'organisation et vont vouloir bien sûr se donner à 100%. Donc, quand on est conscient de ses forces, quand on est conscient aussi de ses points de vigilance, moi je dis à mes clients, soyez très honnêtes en fait aussi avec les candidats. Il ne faut pas que lorsqu'ils intègrent l'organisation, lorsqu'ils deviennent employés, ils aient des mauvaises surprises. Par exemple, ne dites pas on a un super management alors que le management est en train de se roder, est en train de se développer. Je pense qu'il faut être très honnête sur ce qui marche bien, ce qui marche un peu moins bien, parce que la personne qui rentre, c'est pour nous aider à résoudre généralement ce qui marche un peu moins bien. Voilà, c'est son job, c'est sa mission au final. Ce qui fait que être honnête, dire là c'est génial, c'est topissime, et en même temps, là, on t'attend sur ce point parce qu'on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être aidé. Et je crois aussi que les employés, lorsqu'ils sont là depuis quelques temps, ils ont besoin qu'on leur dise aussi qu'ils sont utiles et qu'ils sont utiles pour dépasser certains challenges, certains enjeux. C'est super important. Donc, les attributs, être très au clair sur les attributs et être au clair aussi sur ce qui est un peu plus fragile pour le communiquer, pour le partager et surtout pour le résoudre. Top. Allez, dernier élément de cette phase de cadrage, c'est le territoire. Et là, vous voyez bien que je parle de marque employeur, mais je parle aussi de marque commerciale. Le territoire, c'est tout simplement sur quel sujet vous voulez qu'on vous écoute, qu'on vous entende, sur quel sujet vous voulez avoir une forme de notoriété et presque d'autorité. Comme n'importe quelle marque, aujourd'hui, si vous me parlez de compagnie aérienne, si vous me parlez d'hôtellerie, si vous me parlez de parfum, si vous me parlez de nourriture, il y a des marques qui vous viennent sur certains produits en disant, OK, eux, je sais ce qu'ils font, je sais que c'est qualitatif, je sais que c'est efficace. D'accord. À l'inverse, il y a plein de marques sur des secteurs d'activité donnés qui ont eu des bugs, qui ont des crises, qui sont associées peut-être à des éléments moins clairs. Et donc, vous imprégnez pas. Ou alors, pire, vous avez de la défiance. Le territoire, c'est ça. Le territoire, c'est de dire, après tout ce qu'on a fait, vision, valeur, attribut, c'est OK, maintenant, où est-ce que je vais être extrêmement audible? Où est-ce que je veux prendre la parole et être incontesté? Et donc ça vous voyez la logique un petit peu des choses. Pardon? Je pense qu'il faut être contesté, il faut être challengé. Je pense que dans son territoire, il faut être challengé pour pouvoir progresser, pour pouvoir se développer. Et il faut être aussi contesté en interne par ses employés. Voilà, challenger en interne par ses employés, parce que c'est ça aussi qui nous fait grandir. En fait, alors incontesté, tu as raison. Moi, il y a un truc que j'ai ouais. Non, tu as complètement raison. C'est juste que la question ne se pose pas sur le fait qu'on prenne la parole. Et que donc, sur un certain nombre de sujets, vous décidez effectivement de devenir un acteur avec lequel on veut échanger. C'est vrai que le mot autorité, le mot expert, ce n'est pas des mots qu'on aime beaucoup en réalité, puisque ça peut poser des barrières ou ça peut poser des résistances. Au contraire, ce qu'on veut, c'est que ce soit poreux et qu'on se nourrisse de la vie des autres. Pour autant, à un moment donné, si on se positionne, c'est pour que justement être entendu, que sur un sujet donné, on soit sollicité, on soit appelé, on soit reconnu. Et donc, c'est le cas pour les marques, les produits, les services qu'une entreprise, évidemment, propose. Et c'est la raison pour laquelle elle va avoir des parts de marché, elle va gagner des parts de marché, elle va évoluer. Eh bien, c'est pareil pour la marque employeur. Les sujets sont, vous avez compris, très larges. Et à partir du moment où on considère que ces sujets sont au cœur du bon fonctionnement et de la croissance d'une entreprise, vous pouvez vous exprimer dessus sans être, évidemment, vous l'avez compris, pour autant une boîte RH ou une boîte capital humain people. Bien au contraire, c'est ça qui est intéressant. Peut-être que tu as des exemples, Swazik, pour clarifier encore un peu. Oui. Non, j'ai des exemples, mais j'ai surtout envie de soulever un point, c'est que beaucoup de professionnels, de dirigeants ou de professionnels
RH aussi me font un feedback et ils me disent oui, mais en fait, tous les sujets autour de la marque employeur, c'est pour les grandes organisations, c'est pour les multinationales, etc., etc. Nous, on est petits, on n'en a pas besoin. Eh bien, je pense que c'est véritablement une erreur et là, c'est un préjugé, un stéréotype à faire sauter. Qu'importe la taille de l'organisation, qu'importe que ce soit dans l'agribusiness, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la banque, dans l'assurance, que ce soit dans la tech, que ce soit dans l'architecture, que ce soit ce que vous voulez. C'est super important de se positionner. Pourquoi? Parce que capter un client, c'est de plus en plus difficile. Capter son attention, c'est très compliqué. Et on a besoin de tous les canaux pour faire en sorte que, à un moment, ben, ce client idéal, eh bien, il achète nos produits. Et pour ce faire, ben, nos premiers ambassadeurs, ambassadeurs, ce sont nos employés. Et nos premiers employés, on peut être 3 dans une organisation et développer une marque employeur forte parce que c'est comme ça que ça commence. On peut également décider de créer des moments justement d'interaction avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec ses investisseurs, avec toutes ces parties prenantes. Et ça compte aussi dans la marque employeur. Et donc, il n'y a pas d'excuse. La marque employeur, c'est un sujet que chacun d'entre nous, en tant que professionnel, en tant que dirigeant, en tant que manager, on doit s'approprier parce que moi, en tant que client, par exemple, il y a des marques et des produits que je n'achète pas parce qu'ils ont une mauvaise réputation. Et une réputation, pas simplement en termes de pratique business, mais une mauvaise réputation aussi en termes de traitement et de management de leurs équipes et de leurs salariés. Et ça, je le vois de plus en plus. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps et qui disait, c'est vrai que c'est dans le cadre du recrutement, mais que 78% des candidats ne voulaient pas travailler au final pour une organisation avec une mauvaise réputation. Mais quand à 78% de ces personnes qui sont interrogées, ce ne seront pas tes clients, ils n'achèteront pas tes produits et les personnes qu'ils connaissent, leur réseau, n'achèteront pas tes produits également. Et donc, il faut être conscient en fait de la réaction de cause à effet que ça va créer. Et donc travaillons sur ces dimensions. Et ne pensons pas que nous, de toute façon, soit on a le monopole ou au contraire, on est tout petit, donc on n'en a pas besoin. On a vraiment besoin de développer les canaux pour toucher les gens et pour toucher le cœur des gens. Parce que c'est pas les faits et c'est pas le produit qui vend, c'est le cœur, c'est l'émotion. C'est ce truc en plus. Faire vivre aux candidats et salariés une expérience de marque, c'est ce que tu es en train de nous dire, Swazik. Et donc voilà, donc je pense qu'on peut vraiment retenir cette chose-là. Vous avez compris que ça se construit, que vous soyez vous-même opérateur ou que vous deviez, que vous deviez convaincre une hiérarchie ou des dirigeants. Voilà, il y a une approche à mener. On a essayé là de vous donner les éléments principaux et la logique qu'il y a derrière. On sera heureux évidemment d'approfondir si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Swazik a parlé de chiffres, il y a des chiffres extraordinaires aujourd'hui parce que c'est depuis le début depuis la moitié des années 90 que ce sujet est maintenant vraiment travaillé. Ça se mesure de mieux en mieux et donc il y a des organisations maintenant qui vraiment mesurent cette efficacité autour de la marque employeur. Et donc, il y a des statistiques qu'on pourra aussi vous partager. On va vous partager quelques sources à la suite de ce webinaire. Allez explorer tout ça, c'est passionnant. Alors, je voudrais vraiment, Swazik, et je vais présenter les 4 points liés à ce focus. En fait, on l'a déjà traité en grande partie dans le cadrage de la marque employeur. C'est cette idée de transparence qui est extrêmement importante. Tu as parlé de Marriott tout à l'heure, le courage des dirigeants, le courage de descendre de son piédestal en tant que marque, justement, marque globale, en tant que très grosse entreprise et de justement vouloir sortir aussi d'une forme de politique de l'autruche, de montrer les coulisses de son organisation. Tout ça, ça demande beaucoup de courage. Évidemment, on peut être acculé à le faire avec les réseaux sociaux. Il y a un site aujourd'hui qui s'appelle, enfin un site, il a presque 20 ans, je crois, c'est Glassdoor, non, ou 10 ans, qui permet à des salariés, à des employés, je ne sais pas si vous le connaissez, d'évaluer et de noter son entreprise. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Récemment, Swazik, tu regardais, je crois, sur Instagram, une chaîne Instagram qui permet à des employés de start-up
de dire aussi ce qu'ils ont sur le cœur dans les pratiques. Pardon? Tout à fait, effectivement. Balance ta startup. Balance ta startup, c'est un compte Instagram qui recueille plein de témoignages sur la façon dont les dirigeants de start-up et qui lèvent quand même beaucoup de fonds se comportent avec leurs employés, donc en interne. Ça casse un peu le mythe de la start-up super dynamique où les gens sont jeunes, fun et super bienveillants. On a aussi Balance ta PME. On a plein de... Maintenant, en fait, on n'a pas... Vraiment, c'est un sujet à intégrer parce que ce soit The Great Place to Work qui a toujours fait du ranking, que ce soit maintenant sur Instagram, sur TikTok. Sur TikTok, vous avez plein de canaux, plein de réseaux sur lesquels, effectivement, la réputation de votre organisation peut être soit grandie ou au contraire peut être mise à mal. Et d'être clean chez soi, de faire attention chez soi, vraiment. Voilà, donc on en a conscience en tant que dirigeant, petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise, ça demande toujours du courage. Et donc voilà, le premier mot qu'on voulait vous partager, c'est celui-là. Pour autant, voilà, il faut l'avoir parce que il faut être proactif sur cette idée de transparence à partir du moment où on veut porter cette marque employeur. On n'a pas le choix. Le deuxième élément, c'est le moyen. En fait, c'est un levier. Aujourd'hui, la transparence, c'est ça qui est bien, c'est qu'évidemment, le retour sur investissement, il est immédiat et que donc, de la même manière que c'est un élément de structuration de votre marque employeur, c'est aussi, ça devient instantanément, c'est un élément qui vient renforcer la réputation de votre entreprise, vous l'avez bien compris. Et donc, c'est en ça que si vous avez du courage, vous allez voir tout de suite que ça devient un moyen également fort de construction de votre réputation et que le retour va être assez instantané puisque le sens recherché par toute une génération aujourd'hui, c'est véritablement de comprendre où on met les pieds, de comprendre les objectifs et la vision, on y revient, réelle des dirigeants et d'une organisation. Et donc le retour est en général, le retour d'image est assez immédiat. Troisième point que ça m'évoque, cette transparence, c'est la continuité. C'est extrêmement difficile. Il suffit qu'il y ait une petite crise managériale, qu'il y ait une petite crise commerciale, qu'il y ait des tensions sur le marché et on va de manière tellement facile, et ça on est tous constitués de la même manière, on va rediriger nos ressources financières, nos ressources humaines, notre ressource interne, énergie et risque de justement au risque de repartir sur des pratiques justement qu'on ne veut pas incarner, mais qui sont un peu des solutions de facilité. Et c'est difficile de se relever de ça. Et donc, la transparence, ça demande aussi, Swazik, d'être connecté justement à cette idée de continuité, que ça se construit petit à petit, mais surtout ne jamais lâcher. Je crois que ça, c'est quelque chose qui te caractérise assez bien, Swazik, de ne pas lâcher, de ne pas s'arrêter. D'être constant et de prendre des décisions difficiles. Et surtout des fois de dire des choses difficiles, que ce soit un client ou un partenaire, pour être cohérent et surtout pour apporter de la valeur, pour apporter le meilleur. C'est super important pour nous à Smartmetrics. Voilà. Et puis le dernier élément sur ce focus de transparence qui vous avez vu, dont on a parlé tout au long de ce début de présentation, de début de webinaire, c'est pour tous et par tous. Et donc l'idée même, c'est évidemment que chacun soit au même niveau d'information dans l'organisation pour justement pouvoir incarner complètement et devenir des ambassadeurs de cette organisation et donc de consolider et faire émerger cette marque employeur. Il y a un exemple qui est intéressant, je trouve, c'est Accor. On a parlé de Marriott. On va faire, tu as vu, on est gentil, on a parlé de Marriott, on va parler d'Accor. C'est l'équilibre des publicités. Mais Accor ont mis en place un Shadow Comex. Donc le COMEX, vous savez ce que c'est le comité exécutif ou le CODIR qui se réunit en général une fois par semaine. Ils ont décidé de mettre en place un Shadow Comex, un peu comme en Angleterre, vous savez, il y a un shadow cabinet qui est donc un gouvernement de l'ombre qui est composé par les membres de l'opposition, ce qui est vachement sain en réalité, la plus grande démocratie du monde. Et donc chez Accor, ils ont aussi fait un CODIR ou un COMEX de l'ombre dans lequel ils accueillent entre guillemets des plus jeunes pour justement, et c'est gagnant-gagnant, eux ce qu'ils souhaitent faire, c'est adresser
des enjeux qu'ils ne comprennent pas forcément sur un marché qui évolue très vite, sur des technologies qui évoluent très vite. Et évidemment, dans le même temps, ils doivent jouer le jeu, et donc c'est un COMEX, donc ils doivent être complètement transparents avec ces jeunes membres du Shadow COMEX pour pouvoir que eux réfléchissent et justement prendre des décisions profitables pour l'entreprise. Donc ce Shadow COMEX, je trouve qu'il est intéressant comme incarnation de cette transparence que l'on recherche et qui doit devenir un élément structurel de la marque employeur. Voilà. Est-ce que tu connaissais, Swazik, ce Shadow COMEX? Ouais, je trouve ça génial. D'autres sociétés l'ont mis en place parce qu'en fait, c'est vrai que Accor est le plus célèbre, hein, parce qu'ils ont vraiment fait le buzz sur ce Shadow Comex. Ils ont bien communiqué, ils ont aussi pu présenter les talents et surtout cette diversité en termes de genre, en termes d'origine. Voilà, parce que le Shadow Comex est construit comme ça. Il y a un truc que je veux préciser sur la transparence. La transparence, très souvent, on me dit oui, mais Swazik, on ne peut pas tout dire et en fait, on ne peut pas tout dire à tout le monde. Effectivement, on ne peut pas tout dire à tout le monde. Il ne s'agit pas de partager toutes les données, toutes les dimensions, mais il s'agit au moins d'être clair et d'expliquer. On n'est pas obligé de tout justifier, mais on explique, voilà, dans tous les niveaux de l'organisation, parce que nos employés, ce ne sont plus, et ça ne doit pas être de simples exécutants. Au bout d'un moment, nos employés, c'est des acteurs, effectivement, de l'organisation. Ils vont nous partager leur expérience, leur feedback. Ils vont nous partager également leur perception, leurs idées. Le but du jeu, c'est de créer cette intelligence collective et cette performance collective pour créer de la valeur. Ce qui fait que la transparence, eh bien, elle se construit et cette transparence, elle va nourrir la confiance sans être obligé de tout dire, de tout expliquer parce que des fois, ça ne vaut pas le coup, tout simplement, mais en tout cas, préciser, clarifier la vision, répéter les choses importantes, manager, communiquer, ça c'est au cœur de la pratique en fait de tous, hein, que l'on soit RH, que l'on soit dirigeant, que l'on soit manager, et aussi en tant que collaborateur. Moi j'attends de mes collaborateurs qu'ils soient transparents aussi, et qu'ils me disent honnêtement, voilà où j'en suis, voilà ce que j'arrive à faire, voilà ce que je n'arrive pas à faire. Donc ça se construit un peu, un peu, un peu. Il faut de la maturité aussi pour absorber la transparence. Ça, j'ai envie de le préciser parce que il y a des organisations où plutôt les gens se sont regardés en chien de faïence pendant très longtemps. Il y a des jeux d'influence, des jeux de pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Et donc, effectivement, pour passer de cet état à un état de totale transparence, ça va prendre du temps. Mais on y arrive en mettant en place les bonnes pratiques, les bons mécanismes en fait d'influence, les bons mécanismes aussi de préparation, de persuasion. Moi, j'appelle ça la persuasion. Je vous conseille de lire des livres sur le sujet. Et ça change la donne, véritablement. Donc, effectivement, quand on veut convaincre ses dirigeants sur la marque employeur, sur les soft skills, sur un projet RH ou un projet de développement, eh bien, il faut les persuader, il faut les préparer et bien sûr leur apporter de la data. Et tu apportes de la data. Exactement, j'apporte de la data. On arrive on va dire, à une première étape de notre webinaire. On va se soigner, je vous le promets, mais évidemment, on va encore une fois exploser le chronomètre. Voilà, on est passionné, on a du mal à calibrer tout ce qu'on a envie de vous dire. Donc, on se laisse un petit peu aller. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien à votre niveau et que ce qu'on vous dit est utile et audible. Et posez-nous des questions. Exactement. Maintenant, c'est les questions. On va avancer sur les soft skills. Vous avez vu que évidemment, on a déjà beaucoup parlé de soft skills sans dire le mot. On a parlé beaucoup de valeurs, on a parlé de culture, on a parlé d'alignement, on a parlé de transparence. La transparence est constitutive justement de cette famille des soft skills en fait. Qu'est-ce qu'on doit muscler ou mobiliser en soi pour justement être dans des pratiques de transparence, de collaboration ouverte, de construction d'intelligence collective. Donc on en a déjà beaucoup parlé en réalité, vous allez comprendre, et c'est un petit peu notre but. C'était lorsqu'on aborde le sujet lui-même, en fait, vous vous rendez compte évidemment qu'on est au cœur du sujet. Juste en transition, et on va vous le partager également, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein maintenant de stats et de data autour de la marque employeur. Et donc là, vous voyez, on a repris un document, on a plein de sources. On remercie toutes nos sources qu'on va citer, qu'on vous enverra.
Et donc, vous voyez que là, encore une fois, je vous les donne rapidement, mais donc, sur la partie, vos collaborateurs sont vos ambassadeurs. Vos collaborateurs utilisent et vous utilisez, on utilise les réseaux pour communiquer sur notre entreprise. 50% le disent. On est sur des études et des chiffres qui correspondent au marché français. Hein. On met en perspective, hein. La maturité n'est pas la même partout. Pour autant, on aspire à des pratiques de cet ordre-là à peu près partout. Maintenant, effectivement, ce ne sont pas des chiffres Afrique de l'Ouest ou Côte d'Ivoire, mais ça vous donne quand même un état des tendances. Pousser des valeurs authentiques, vous vous souvenez, on en a parlé, vos candidats veulent savoir quel genre d'entreprise vous êtes, dites-leur en toute transparence, et c'est ce qu'on disait, et donc 60% des recruteurs cette fois-ci considèrent et l'intègrent aujourd'hui comme quelque chose d'important, de savoir parler de son entreprise, de savoir parler de ce que l'on fait. C'est quelque chose de clé aujourd'hui dans une relation avec un candidat, un futur collaborateur, ou même des collaborateurs. Les piqûres de rappel, c'est toujours très important. Ensuite, l'avenir, la marque employeur forte permet de s'assurer que les recrutements des jeunes talents, ça on le sait, on en parle beaucoup on en parle beaucoup. Voilà, marque employeur, jeunes talents. Eh bien, 70% des millennials utilisent les réseaux sociaux pour évaluer la marque employeur. 12% de plus que la génération précédente et 20% de plus que celle d'avant encore. Et ça va aller crescendo. Voilà, ça, c'est pas un scoop. Hein. Je pense que vous êtes tous conscients de cela. Ensuite, on utilise tous Google pour tracer les organisations. Et les dirigeants et nos futurs collègues. Et voilà, on n'hésite pas en tout cas. Communiquer pour mieux recruter. Voilà, tout simplement. Là, on est au cœur d'un des premiers retours sur investissement d'une belle marque employeur. 80% des recruteurs déclarent que la marque permet d'embaucher des collaborateurs de qualité. C'est un petit peu vague, mais là, on est vraiment sur le premier ROI recherché. Et puis, que le meilleur gagne. 90% des collaborateurs changeraient d'emploi si on leur offrait un poste dans une entreprise qui a une meilleure réputation. Ça, c'est assez impressionnant. Swazik l'a mentionné tout à l'heure, mais on pourrait rentrer dans le détail sur les incentives et les bénéfices associés à un job. Sachez que la réputation est très bien placée aujourd'hui. Ça, c'est pas une blague. Ça, c'est pas un effet de mode et ça va perdurer. Voilà, Swazik et les soft skills dans tout ça. Je te propose d'avancer là-dessus. 2 dimensions. Exactement. Ouais. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur cette relation dans les deux sens, attractivité et construction, que les soft skills représentent dans cette construction de marque employeur? En fait, une des façons de se différencier sur le marché, c'est pas juste de parler de ce que de son produit, de ce que l'on fait, de comment on le fait. Ou plutôt si, on va parler de comment on le fait. Avec le temps, moi, je me rends compte que les clients de mes clients, eux, ce qu'ils attendent aussi, c'est encore une fois, c'est de la cohérence. Bien sûr, ils vont acheter une brique de jus de fruits, ils vont acheter un produit bancaire, un produit d'assurance, mais ils veulent que ça se fasse d'une certaine façon et pas d'une façon un peu étrange. Et pour avoir cette façon, donc avec cette qualité, avec cette excellence, avec cette différenciation, bien, le seul levier, en tout cas le levier majeur pour le créer, c'est les soft skills en fait. C'est les comportements que l'on va présenter, que nos employés vont présenter justement, bien sûr, donc entre eux, donc en interne, mais également vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des fournisseurs. Si par exemple, on veut créer une super expérience client, l'expérience client, elle marche aussi bien en interne qu'en externe. Et pour avoir une super expérience client, il faut de l'écoute. L'écoute, c'est une compétence transversale, c'est une soft skills. Il faut à un moment être capable d'écouter pour résoudre des problèmes, donc la résolution de problèmes. Il faut être capable à un moment d'être agile, être capable de travailler en équipe, être capable de créer toute cette valeur. Et là, le soft, c'est ce qui va créer la valeur. Le hard, c'est génial parce que c'est la base, bien sûr, c'est le fondement de la boîte. Le soft est aussi un fondement qu'il faut justement mettre en valeur, qu'il faut construire. Chaque organisation,
justement, doit prendre du temps pour construire son référentiel de comportement sur mesure. Que ce soit que l'on soit dans le secteur bancaire et qu'on soit une banque A, une banque B, les comportements attendus vont différer, vont être différents, donc en fonction de la maturité, en fonction de la présence, en fonction des clients. Vous êtes une banque d'affaires, vous êtes une banque grand public, mass market, c'est pas la même chose. Donc les comportements attendus de la part des salariés seront différents. Il faut en être très conscient. Si vous êtes dans un secteur ultra compétitif, dans un secteur un peu moins compétitif, si vos clients sont très exigeants, si vos clients sont âgés, moins âgés, sont des femmes, sont des hommes, si vos clients justement sont dans toute l'Afrique de l'Ouest, ou si vous ciblez justement d'autres continents, les comportements vont changer. Cette dimension soft, elle est à prendre en compte parce que elle va apporter ce supplément d'âme, elle va apporter ce supplément de valeur que toute organisation recherche et justement que chaque employé, futur employé, recherche pour s'engager durablement dans l'organisation, dans son entreprise. C'est l'investissement gagnant, les soft skills. Ce schéma très simple, et l'explication plus fournie que vous a donnée Swazik, c'est véritablement ça. De la même manière que la transparence, je le disais tout à l'heure, c'est un levier, un moyen de construction de la réputation. Les soft skills, de manière grandissante, sont au cœur aujourd'hui d'un modèle d'organisation qui est recherché par chacun d'entre nous. Être reconnu au-delà de sa compétence technique, de ce que l'on sait faire, parce qu'on l'a appris à l'école, ou on l'a appris à l'université, ou on l'a appris dans des expériences professionnelles, mais être reconnu pour quelque chose qu'on nourrit en termes d'aspiration, en termes de motivation, en termes de relationnement, en termes d'ambition personnelle, avec des leviers personnels de motivation. Si ça c'est reconnu, on va se sentir tout simplement, enfin, voilà, c'est dit dans mes mots, si je puis dire. Vous avez envie tout simplement de rester dans cet environnement. Vous avez envie de nourrir cet environnement, puisqu'il vous nourrit réellement. L'apprentissage technique, aujourd'hui, il y a mille et une manières de le faire. Évidemment que la pratique organisationnelle, elle permet de progresser et de se développer professionnellement. Si je suis un ingénieur, si je suis un informaticien, si je suis un commercial, si je suis quelqu'un plutôt office management, etc., etc. À l'intérieur de tout cela, les organisations qui, en plus, vont venir vous reconnaître dans votre aspiration profonde de développement personnel et professionnel, cette organisation-là, vous allez la regarder d'un autre œil. Et donc, c'est en ça qu'elle devient attractive. Et aujourd'hui, c'est une tendance grandissante. Les dirigeants que nous accompagnons le reconnaissent et le comprennent de mieux en mieux. La mise en pratique est plus difficile, mais souvent, c'est parce que il faut juste leur présenter des méthodes, des outils. Mais c'est vraiment intéressant de mesurer la performance d'un individu et son engagement, ce fameux mot engagement, au regard de comment l'entreprise reconnaît justement sa manière de fonctionner, sa manière de se relationner, son envie de progresser. Voilà, donc tout ça, ce sont des soft skills. Donc c'est vraiment facteur d'attractivité, investissement gagnant. Et c'est là où c'est vraiment gagnant, c'est qu'en plus, en faisant cela, en reconnaissant et donc en aidant des candidats ou des futurs candidats ou des collaborateurs à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et quels sont leurs leviers de motivation, évidemment, vous nourrissez la marque employeur elle-même. Et donc, c'est un cercle vertueux qui s'opère, qui s'établit. Attractivité, construction, attractivité, construction. Et c'est en ça que les soft skills sont pour nous, pour Perfengo, un pari gagnant dans cette logique, en tout cas dans ce processus de la marque employeur. Voilà ce en quoi on croit en tout cas. Et c'est ce que Swazik vous a également dit en partageant son expérience. Des questions, N'hésitez pas, n'hésitez pas, là c'est le moment. J'en profite. Ouais, vas-y. Je précisais juste une chose justement sur ces dimensions de soft skills et qui est en lien avec l'employabilité. Les salariés, les collaborateurs, les managers veulent
être sexy, veulent aussi être attirants. Et donc, ils veulent travailler pour des organisations qui vont développer leur employabilité. Et, euh, et en fait, l'employabilité, avec la pression du digital, on a vu les chiffres du WEF qui disent tout simplement que d'ici 5 ans, on aura 60% des métiers actuels qui auront disparu. Et qui auront disparu, c'est-à-dire que la façon d'exercer le métier va changer. Ça demande effectivement d'apprendre, ça demande d'être agile, ça demande d'intégrer d'autres facteurs, d'autres éléments de progression. Ça demande aussi de se repositionner, ça demande de réfléchir à ce qu'on veut faire, à la valeur qu'on va apporter, donc une valeur différente. Eh bien, les gens attendent ça, ils attendent une relation gagnant-gagnant en fait. Qu'on soit collaborateur ou futur recrue, eh bien, on a besoin de s'engager pour une organisation qui va également s'engager pour nous. Je lisais là, en 2020, justement, suite au Covid et suite au bouleversement, justement, et à l'usage majeur, en fait, de la techno, on a 43% des organisations qui sont prêtes justement, à réduire leurs effectifs à cause de cette intégration en fait, des nouvelles technologies, parce que les gens, en fait, on en a un peu moins besoin, parce que la techno, l'intelligence artificielle permet de faire des choses différentes, des choses pratiques, en fait, d'automatiser plein de tâches. Eh bien, ça demande aux collaborateurs, ça demande à l'employeur de se poser les bonnes questions. Ça demande bien sûr de travailler sur soi, comme tu l'as dit, sur le développement personnel, de travailler sur ses soft skills, de travailler aussi sur ce qui nous différencie, les math skills. Et des RH, des professionnels, des dirigeants qui mettent en place des systèmes pour identifier justement ce petit plus qui va faire la différence en interne et en externe, eh bien, ça change la vie, ça change la donne. Et il y a 34% des organisations, elles, qui veulent recruter, justement, avec cette pression technologique, des nouveaux profils. Et ce n'est pas juste des profils liés à des expertises très, très spécialisées, c'est aussi beaucoup de comportements, du mindset, et bien sûr des attitudes et une façon de travailler un peu différente. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Eh bien, là, on arrive à un moment de notre webinaire qui est un moment passionnant parce que justement, on va vous partager un outil, on va vous partager une méthode qui aujourd'hui nous paraît extrêmement efficace, extrêmement fun. En plus, vous avez compris que nous, on aimait beaucoup être fun dans tout ce que l'on faisait, en tout cas prendre du plaisir. Et donc, cet outil, le WeSuggest que vous voyez là, c'est la page d'accueil, va nous permettre justement de mettre en pratique. C'était le troisième moment de notre webinaire. C'est OK, comment est-ce qu'on intègre vraiment ces soft skills dans ce processus qui vient nourrir la marque employeur ou qui vient même la construire. Et donc, on est voilà, hein, vous l'expérimentez tous, on est à une ère, à un moment extraordinaire qu'il faut savoir maîtriser, certes, mais qui est extraordinaire quand même dans la mesure où on a accès à un volume de data extraordinaire, où l'algorithmie également évolue très vite. Et donc aujourd'hui, on a accès à des outils de recommandation ou de prédiction qui nous permettent d'accompagner un individu, que ce soit un collaborateur en poste ou un candidat, à mieux comprendre et à mieux mesurer justement la couverture qu'il a de certaines compétences comportementales. Et donc, dans le dialogue collaborateur-candidat, organisation, entreprise, recruteur, etc., dans ce dialogue-là, aujourd'hui, on est aidé par des outils extraordinaires qui nous permettent justement de cartographier le fonctionnement d'un individu par rapport à la vision, aux valeurs, à la culture de l'organisation dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, cet outil, en tout cas celui nous utilise avec beaucoup d'efficacité, c'est le WeSuggest, et qui nous permet en 3 phases d'accompagner une prise de décision, d'accompagner un recrutement ou une décision de développement des compétences de manière très efficace autour des soft skills et donc en lien, en relation avec cette marque employeur. C'est un outil qui va vous aider à consolider votre marque employeur si évidemment on poursuit la logique et le raisonnement que l'on a tenu jusqu'à maintenant. Donc cet outil, on va vous le présenter rapidement, mais la première chose que je veux vous montrer, c'est cela, Swazik, c'est ultra important. On a parlé de soft skills jusqu'à maintenant. C'est derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et évidemment, il y a plusieurs modèles. C'est une science
et beaucoup de gens l'étudient et beaucoup de gens réfléchissent autour de cela. Nous, on travaille avec un modèle qui s'appelle le modèle IDEAC, qui est un modèle qui a été développé par un de nos partenaires qui s'appelle Performance et qui regroupe 40 compétences comportementales autour de 5 familles. La famille de l'influence, la famille de la décision, la famille de l'efficacité, la famille de l'agilité et la famille de la coopération. Et pour chacune de ces familles, vous avez 8 compétences clés qui sont des compétences transversales, comportementales, qui vont nous permettre de construire un référentiel sur mesure. On va aller choisir des compétences dans chacune de ces familles pour construire un référentiel qui justement incarne, ou en tout cas correspond à ce fameux cadre de la marque employeur qu'on voulait avoir. D'accord? Et donc, ce référentiel sur mesure de compétences comportementales, il va nourrir cette idée que pour porter un certain nombre de valeurs et porter une vision de notre marque employeur, il nous faut des individus qui portent ou qui couvrent des compétences comportementales compatibles, alignées, fortes et qui vont dans le même sens. Et donc, en faisant cela, on ne se garantit pas à 100%. Heureusement que la machine reste la machine, mais pour autant, on se donne avec le futur collaborateur ou le candidat un espace de discussion et d'échange qui sort du déclaratif, qui sort de la simple intention et qui permet de mesurer de manière plus objective, plus objectivante, comment l'individu va pouvoir s'intégrer et porter l'idée qu'on veut se faire et l'idée qu'on veut avoir de notre marque employeur. Voilà en quelques mots ce qu'est ce modèle IDEAC. Est-ce que Swazik, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce modèle? Non, moi, c'est un modèle que j'adore utiliser parce qu'en fait, il est très pratique, il est très concret et il me permet vraiment, en fonction des organisations, en fonction des fonctions également, que ce soit une fonction commerciale, une fonction production, d'identifier les compétences qui vont faire la différence. Et donc, je l'utilise aussi bien, par exemple, en recrutement, qui me permet de voir si les candidats, effectivement, vont matcher avec mon référentiel, avec la culture la culture organisationnelle de mon client. Et je l'utilise aussi beaucoup en développement de coaching, en développement de programmes de formation sur des employés qui sont dans l'organisation depuis un certain temps parce que on a tous envie de se développer, on a tous envie de faire mieux. Et donc, pour ce faire, il faut être très objectif. Moi, j'ai besoin de data, en fait, pour travailler. Et donc, voir quel est le niveau de matching sur tel ou tel comportement, telle ou telle compétence comportementale, c'est super important pour l'employé, bien sûr, mais pour aussi son manager et également pour l'accompagnateur, pour le coach, parce que ça permet de cibler, ça permet d'identifier ce sur quoi on va travailler, on va mettre un focus et bien sûr qu'on va renforcer. Donc moi, j'aime beaucoup ces outils et je les trouve super parce qu'ils sont très simples. L'expérience utilisateur est topissime. Voilà. Top. Ça fait Alors, gagner un temps de dingue. je vais vous Donc montrer ça, en pour quelques… moi, ouais, juste le temps que tu montes, je vais juste… pour moi, dans la marque employeur, dans la construction de la marque employeur, il y a aussi l'utilisation de solutions qui vont faciliter l'expérience soit du candidat ou soit de l'employé. Et donc, par exemple, moi, j'utilise le WeSuggest parce que lorsque la personne, le candidat ou l'employé passe un test, bien sûr, l'entreprise, l'organisation, l'évaluateur reçoit un rapport, mais le candidat, l'évalué, va recevoir aussi un rapport. Donc, on est vraiment sur une relation d'égal à égal. On est vraiment gagnant sur ce processus. Et tous ceux qui ont passé des tests de recrutement ou des tests de développement dans le cadre de programmes de transformation avec Smart Metrics, eh bien, ils sont super contents parce que ils se disent waouh, j'ai fait un truc, je me connais mieux, je sais ce que je dois développer, je sais comment je peux progresser. Et ça donne envie de repostuler, ça donne envie de s'engager encore plus fort pour l'organisation. Et donc, ça, c'est un facteur clé dans la marque employeur. Ouais. Les bons outils, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes. On est vraiment dans ça illustre complètement ce que le petit schéma précédent sur cette relation attractivité construction. On est vraiment là, tu l'expliques parfaitement bien, Swazik. Merci pour cela. Il y a quelques questions, Swazik. Est-ce que tu les vois ou pas?
Il y a Priscilla qui… Oui. Tu vois la question? Exactement, pour un nouveau manager, justement, qui arrive dans une entreprise qui n'a pas travaillé sur les soft skills, comment peut-on rapidement gagner la confiance de l'employeur pour avoir plus de marge d'action et en parallèle gagner la confiance de l'employé qui a peut-être été déçu par l'employeur dans le passé? C'est une super question et c'est un peu en lien avec la question que nous a posée tout à l'heure euh, Fanny, justement, sur le fait de convaincre. Je pense que déjà, il faut récupérer de la data. Il faut récupérer de la data, il faut récupérer des stats, il faut benchmarker sur l'environnement. Il faut aussi, en amont, avoir des sondages, voilà, faire des sondages sur ben, voilà, comment les employés se sentent vraiment dans l'organisation et comment, justement, ça joue sur les performances des uns et des autres. Parce qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours une relation de cause à effet. Donc, récupérer de la data, benchmarker sur d'autres organisations, présenter le projet, avoir un vrai projet construit, et c'est pas un projet qui va révolutionner la face du monde. Je crois qu'il faut aussi, les dirigeants veulent sentir rapidement les premiers effets d'une campagne autour de la marque employeur, et donc, euh, et donc il faut mettre en place une stratégie très claire, une stratégie de progressive en tout cas. On commence par des petits pas, ce qui fait que le dirigeant ça favorisera la prise de décision par le dirigeant. Et on choisit les bons indicateurs. Donc, en analytique, on choisit les très bons indicateurs. Et c'est en lien avec tout le parcours, en fait, toute l'expérience de l'employé, donc aussi bien au niveau du recrutement qu'au niveau de son développement, qu'au niveau de son départ. Donc, il y a les recrutements. On sait par exemple qu'une bonne marque employeur va réduire de 28% le turnover. Vous avez une mauvaise marque employeur, les coûts de recrutement vont augmenter de 10% en moyenne. C'est des moyennes, et c'est énorme en fait. Ce qui change quand même sacrément la donne. Donc, il faut présenter ce type de chiffres et dire comment ça peut être aussi implémenté dans l'organisation, comment ça peut être utilisé, parce qu'il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de choisir exactement ce dont l'organisation a besoin à l'instant T. Donc, d'y aller, encore une fois, progressivement, piano, piano. Et de manière concrète, Swazik, si on peut faire le lien aussi avec justement la dimension soft skill, là où on est, on a parlé tout à l'heure des attributs. Et donc, on peut imaginer, par exemple, Priscilla, que vous souhaitiez mettre en avant toute la phase de onboarding. Onboarding, ça ne veut pas dire que ça concerne que les nouveaux entrants, ça veut dire que ça concerne aussi les personnes en place qui vont voir arriver de nouveaux entrants et vont avoir un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus responsable finalement de la bonne arrivée et de la bonne intégration des équipes qui croissent. Et donc, pour que ce onboarding, si vous décidez que c'est un objet important de votre marque employeur, fonctionne bien, on va réfléchir justement aux compétences comportementales associées à un onboarding réussi. Si on décide par exemple qu'il y a des choses qui se font, beaucoup de choses qui se font en ligne et que par ailleurs votre business repose aussi sur du marketing digital, on va imaginer que le techno-learning, si vous regardez l'IDEAC dans la dimension agilité, on a une compétence qui s'appelle techno-learning et qui donc mesure cette capacité ou cette facilité en tout cas à déclencher ou à prendre ou à faire de l'apprentissage via des moyens technologiques. Vous pouvez imaginer que ça devient une compétence comportementale que vous voulez vraiment mesurer au niveau des nouveaux candidats et même au niveau des collaborateurs actuels. Ça ne veut pas dire que si le niveau de techno-learning n'est pas très bon, on se sépare des gens. Ça veut dire que si, en connaissant ce niveau de techno-learning, vous allez mieux accompagner et vous allez peut-être agiliser et adapter aussi votre manière d'accueillir les individus si, par exemple, vous aviez un onboarding 100% digital et que vous voulez un profil absolument pour différentes qualités et que son niveau de techno-learning n'est pas suffisant, enfin, ou en tout cas demande un peu de vigilance, ça vous permet aussi de vous agiliser. Et donc, ça nourrit votre marque employeur puisque la personne va se sentir reconnue, c'est ce que je disais tout à l'heure, va se sentir reconnue sur cette capacité, sur cette compétence qui est importante au sein de votre organisation. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'objectivation des besoins et la capacité, du coup, à mieux prendre des décisions pour construire une relation meilleure et évidemment qui doit s'ancrer dans la durée avec vos futurs collaborateurs ou vos collaborateurs actuels. Donc, on retrouve cette idée de reconnaissance, de compréhension du fonctionnement et donc d'un meilleur accompagnement. Ça, ce sont normalement
voilà, des sujets qui, votre dirigeant, votre manager, votre management doit comprendre ça parce que lui, il se projette dans la durée, comme l'a dit Swazik, il a plutôt intérêt à ce qu'un recrutement fonctionne et que la personne marche et que la personne reste à 2 ans, 3 ans dans la boîte. Donc voilà peut-être ce que je pouvais ajouter. Alors, je vous montre comment ça fonctionne à partir de IDEAC, si j'y arrive. Voilà, donc l'idée, c'est de construire, à partir de la solution que l'on propose, un référentiel sur mesure. Vous allez décider, vous voyez sur l'écran, le secteur d'activité, la fonction. Vous allez décider d'activités clés que vous attendez dans la mission de la personne, organiser, animer, coordonner, innover. Vous allez décider également si la personne a des responsabilités managériales ou pas. Et en fonction de tous ces critères, la solution va vous proposer, va vous suggérer, comme son nom l'indique, WeSuggest, un certain nombre de compétences tirées du modèle IDEAC que l'on a vu tout à l'heure. Et là, vous le voyez, le modèle propose des compétences qui lui paraissent indispensables, majeures et accessoires. C'est un point de départ à partir duquel vous allez, avec vos collègues concernés, vous allez tout simplement décider que cette compétence indispensable orientation-résultat que vous avez là, eh bien, vous estimez, vous, qu'elle est plutôt accessoire et donc vous allez pouvoir la glisser en accessoire. De la même manière, vous pouvez aussi la supprimer si vous pensez que ce n'est pas si pertinent que cela dans votre environnement. Vous pouvez, sur les 40 proposés, évidemment, dans le modèle initial, vous pouvez aussi ajouter des compétences. Donc, tout ça est très agile. Ce que vous permet de faire le modèle, c'est de commencer, c'est de vous donner un point de départ objectif. Et ensuite, surtout, vous allez voir, c'est de générer des questionnaires pour que les individus, justement, soient positionnés par rapport au référentiel que vous aurez choisi. Et donc, à partir du référentiel que l'on a sous les yeux, vous voyez que notre solution va proposer à votre candidat ou à votre collègue 3 tests psychométriques qui portent sur 17 compétences qui ont été choisies. Et ces tests, ce sont des tests qui sont liés aux préférences comportementales et motivations, un test lié au schéma de pensée en milieu professionnel et un test lié à l'apprenance. La personne va recevoir ces tests sur sa boîte mail et répondre au questionnaire. La solution vous permet également d'agiliser et d'automatiser la campagne. Donc, vous pouvez envoyer ces questionnaires à 10, 20, 30, 100 personnes en même temps et décider de quand est-ce que vous voulez que ces questionnaires soient passés. Bref, il y a un module de gestion de campagne intégré à cette solution. Et ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les résultats. Et donc, vous voyez que là, on a 3 candidats, Usain Bolt, Venus Williams, Zinedine Zidane, qui sont des jeunes sportifs qui commencent à être connus un petit peu sur la planète. Et donc, vous voyez qu'ils ont tous les 3 répondu au même questionnaire lié au même référentiel de compétences. Et donc, on va voir pour chaque candidat son niveau de matching par rapport au référentiel globalement. Et ensuite, évidemment, on va pouvoir avoir compétence par compétence le niveau de couverture. Et donc là, évidemment, à l'intérieur de la solution, on a une capacité à analyser de manière individuelle, de manière comparée et compétence par compétence. Je vous montre une dernière slide où justement, on a comparé les 3 candidats, Usain, Vénus et Zinedine, et autour des 17 compétences que vous voyez autour de l'araignée, eh bien, on voit un graphe pour chaque candidat et donc on voit bien le niveau de couverture comparé de chaque candidat. Et donc, ça permet d'entrer en discussion avec votre management et vos dirigeants de manière sur des données objectives sur, mais regardez, par exemple, Usain Bolt a une couverture sur l'ouverture aux propositions qui est bien plus importante que les 2 autres. Est-ce que dans la mission qui est proposée, est-ce que cette capacité d'ouverture d'esprit, de curiosité, d'être prêt à la discussion et donc d'être peut-être moins résistant, d'avoir moins de certitude, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut valoriser? Est-ce qu'on va en avoir besoin? D'accord? Vous voyez par exemple que sur la gestion d'équipe, Zinedine Zidane, c'est pas
un hasard, hein, il est quand même coach du Real Madrid. Donc, gestion d'équipe, vous voyez qu'il est aussi, il couvre mieux que les autres candidats cette compétence comportementale qui est évidemment ultra importante. Et donc, vous voyez, comme ça, on peut comparer les candidats et leurs couvertures respectives. Donc, c'est évidemment très intéressant pour la prise de décision en interne, mais c'est également ultra intéressant dans la relation que vous allez avoir avec chacun de ces candidats pour poser ces hypothèses avec chacun d'eux et commencer à discuter dans un entretien sur le contexte ou l'environnement dans lequel il a utilisé ses compétences. Pourquoi est-ce qu'a priori le conformisme pour Zinedine Zidane, c'est quelque chose qui est moins exprimé? Est-ce qu'il a eu des organisations où justement le conformisme n'était absolument pas présent et donc il n'a pas eu l'occasion finalement de développer cette compétence? Ou est-ce qu'au contraire, il a développé des résistances fortes parce qu'il avait des pressions importantes dans une autre organisation et ça lui semblait exagérer peut-être le niveau de conformisme et donc définitivement, ce n'est pas quelque chose qui lui correspond. Et donc, ça permet comme ça de rentrer dans une discussion, sortir du déclaratif et essayer d'objectiver le fonctionnement d'un individu. Voilà, et donc vous comprenez bien qu'en faisant ça, vous reconnaissez chaque individu, vous vous préparez à mieux l'accompagner. Lui, il se sent reconnu et donc il s'engage davantage en se disant ben, « Ok, ils ont envie de comprendre où sont mes points forts, où sont mes axes de progression. Je comprends aussi mieux ce qu'ils attendent de moi et donc je vais mieux m'engager dans ma mission. » Et donc, on revient à cette idée d'attractivité et de construction. Les soft skills, si ça, les candidats apprécient et donc vont communiquer sur votre entreprise en disant « L'entreprise appréhende l'entièreté de mon individu, bravo, belle entreprise. » Et puis, par ailleurs, en faisant cela, moi, je deviens plus performant, plus engagé, et donc je nourris également la réputation business et donc la réputation tout court de mon entreprise. Donc, les soft skills, voilà un moyen très pratico-pratique de l'intégrer, de les intégrer dans un processus de recrutement et de développement des compétences qui vient à la fois nourrir l'attractivité de votre marque, de votre réputation, et en même temps qui vient construire, contribuer à construire, à consolider cette marque employeur parce que ces collaborateurs qui sont passés par là deviennent des ambassadeurs, incarnent votre vision et donc forcément le retour sur image et sur réputation est grandi. Voilà Swazik en quelques mots ce que je voulais montrer avec le WeSuggest. On est très très ouvert à le partager, à faire des démos. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, on peut faire des démos live et vous le faire tester. C'est quelque chose qu'on adore et on sera très très heureux de vous le partager. Et on a pensé que c'était vraiment un bel outil pour expliquer cette relation entre les soft skills et la marque employeur. Et c'est pour cela que je voulais qu'on prenne le temps de l'explorer ensemble. Voilà en quelques mots ce qu'est le WeSuggest. Et nous voilà à la fin du troisième bloc de notre webinaire. Alors, est-ce qu'on a vraiment explosé le temps? Ah, ouais, il est quand même midi 28. Exposer le temps, mais il y a des questions, Génial. des questions passionnantes. Alors, on y va. Questions super intéressantes. Si tu es d'accord, on prend encore 10 minutes et on répond aux questions. D'accord. D'accord. Première question, donc JNGR, donc pourquoi ne pas faire confiance à votre intuition plutôt qu'à des algorithmes qui vont donc ne faire que des recherches types sans utiliser l'humain? Eh bien JNGR, en fait, les outils ont énormément évolué. Voilà. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'utilise des solutions et des algorithmes. Je peux t'assurer, quand les versions il y a 10 ans et maintenant, on est sur deux planètes complètement différentes. Que ce soit en recrutement ou que ce soit en développement, en management, notre intuition, bien sûr, il faut la nourrir, il faut la développer, c'est un vrai muscle. Pour autant, je considère qu'on a tous des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on a des fois des croyances qui font qu'on va mal évaluer un candidat ou mal évaluer un collaborateur. Et une des choses en fait qu'on retrouve souvent en organisation, c'est que on reproche aux managers, on reproche aux dirigeants d'être subjectifs.
On reproche aux dirigeants d'avoir des chouchous, d'avoir au contraire des têtes de Turc. Et ça, c'est pas possible. Et donc, il faut de la data objectivée. Les algorithmes, les solutions algorithmiques, maintenant, nous permettent d'avoir de la data objectivée. Pourquoi est-ce que j'aime le WeSuggest et pourquoi j'aime ces solutions comportementales? Parce qu'elles ne s'intéressent pas juste à la personnalité. Bien sûr, notre personnalité influencer en fait l'expression de certains comportements comportementaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personnalité B et une personnalité C qui vont influencer certains comportements, mais ce qui compte, c'est ce que vous exprimez en fait comme comportement, et donc on a besoin, pour une organisation, c'est du business tout simplement, besoin que les comportements que vous exprimiez, que le candidat exprime, matchent avec celui dont l'organisation a besoin à l'instant T. Et en plus, c'est très évolutif, c'est le système, notre environnement va faire que ça va changer. Et cette mise à jour, eh bien, une solution algorithmique comme le WeSuggest nous permet de le faire. Moi, je l'utilise pourquoi elle me fait gagner un temps de dingue. Que ce soit pour construire mon référentiel. Beaucoup d'organisations vont se concentrer sur le hard, donc on a besoin d'un employé ou d'un candidat qui va faire ça, qui va faire comme ci, qui va faire comme ça. Eh bien, on se rend compte avec le temps que ce qui va faire la différence, eh bien, c'est plutôt la partie soft, encore une fois. Et cette partie soft, elle se mesure tout autant que la partie hard. Et quand on a les bons outils, et justement quand on a la bonne approche et la bonne façon de les utiliser, ça devient génialissime. Personnellement, quand je reçois beaucoup de CV, je peux vous assurer que pour faire le tri, eh bien, je vais utiliser des solutions comme celle de WeSuggest. Deuxième chose, j'ai une approche très humaine de ces solutions, c'est-à-dire qu'il y a toujours un entretien. Sur ma shortlist, voilà, sur mon choix final, par exemple, dans le cadre d'un recrutement, ou sur mon choix final dans le cadre d'un plan de succession, parce que je l'utilise aussi dans le cadre de plan de succession, eh bien, je vais discuter avec les personnes parce que ce sont des hypothèses qui sont émises par une machine. Eh bien, ces hypothèses, eh bien, et là, moi, c'est des conseils que je vous donne, ces hypothèses, il va falloir les valider ou les invalider avec la personne que vous interviewez. Donc, il va falloir lui poser des questions, il va falloir demander des mises en situation, il va falloir lui dire, ben voilà, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as fait, pour s'assurer qu'effectivement cette personne a bien exprimé ses compétences comportementales. Et aussi, peut-être aussi, s'assurer qu'elle exprime, identifier peut-être d'autres comportements qu'elle exprime et qui ne sont pas dans le référentiel comportemental. Je crois que c'est très riche. Et à un moment, justement, pour convaincre nos dirigeants, on a besoin de leur dire, OK, il y a des super solutions qui existent, on va gagner du temps, on va construire notre référentiel, et c'est en lien avec la question justement de Priscilla, on va construire un référentiel qui tient compte de notre expérience au quotidien. Moi, j'encourage en fait la construction des référentiels avec les salariés, mais pas tout le monde, c'est pas possible. Mais j'identifie quelques salariés qui ont une expertise très particulière et qui vont nous dire, ben voilà, nous, dans notre job, dans notre mission, on a besoin de telles compétences comportementales, on a besoin de telles choses. Et on arrive sur un référentiel qui va vraiment matcher avec ce dont l'organisation a besoin. Le profil IDEAC, c'est un profil, encore une fois, comportemental. Donc, tous les profils de personnalité peuvent passer un IDEAC parce qu'on a besoin de savoir exactement quel est le niveau de couverture, quel est le niveau de matching et quels sont les besoins de développement d'un individu. Edwige, je pose une question. Est-ce que mettre en place un team building peut contribuer à avoir de meilleurs soft skills? Moi, les team building, c'est génial, c'est top, ça a un effet très short. Je suis pour bien sûr un team building de temps en temps parce qu'il faut être constant, il faut le faire régulièrement pour qu'il y ait un effet wow qui se mette en place. Mais je suis aussi pour une approche continue. Une approche où on va accompagner nos managers à être des développeurs de talent, à être des développeurs de soft skills. Je suis pour une approche où on va créer les formats, donc en interne, avec peut-être une newsletter interne, où on va faire des micro-formations, du micro-learning pour s'assurer justement que ces soft skills montent. On va également communiquer beaucoup plus régulièrement sur la vision d'organisation, sur les besoins de l'organisation avec nos collaborateurs, avec nos salariés. C'est ce travail, en fait, en continu, ce travail dans la durée et en utilisant tous les canaux que l'on a sous la main qui va nous permettre d'avoir des employés et des employeurs avec un meilleur niveau de soft skills. Et ces soft skills, effectivement, ce sont des muscles que l'on doit travailler tout le temps. Moi, je suis pour la répétition et je suis aussi pour le fait d'utiliser tous les canaux, donc en omnicanal,
comme en marketing classique, entre guillemets, pour s'assurer que les gens grandissent, les gens croissent. Je vais répondre à une autre question. Vas-y, Emmanuel, pendant que je… Non, je voudrais juste continuer, mais sur la première question sur la place de l'homme, de l'humain et de la décision versus l'algorithme, donc les intuitions, l'algorithme. Moi, je n'ai jamais eu des conversations et des échanges aussi riches et aussi constructifs avec des dirigeants ou des teams RH dans les organisations que lorsque nous utilisions ce type d'outils. Et en fait, il faut effectivement bien laisser les choses à leur place et en même temps bien utiliser la valeur de ce genre d'outils. Et on a tellement besoin les uns et les autres, et Sozik a parlé de biais, de comprendre la même chose et de ne pas interpréter. Une fiche de poste et un entretien ou avec un candidat ou un CV associé à la fiche de poste, vu par 10 personnes différentes, va avoir 10 interprétations différentes parce que la fiche de poste, elle n'est pas comprise de la même manière en réalité. La mission n'est pas comprise de la même manière, malgré une fiche de poste peut-être techniquement très au point. Le candidat, son CV va être lu différemment 10 fois par 10 personnes différentes parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes informations, à la même présentation des choses, aux mêmes mots. Et l'entretien, encore plus, va être interprété différemment par les 10 personnes parce qu'on a évidemment un regard et une sensibilité qui est différente en fonction de l'individu et de son comportement et de la première impression qu'il va donner, de la voix qu'il a, de la gestuelle qu'il a, des mots qu'il utilise. Et donc, vous voyez, tout ça amène à des biais extraordinaires. Or, la solution qu'on vous a présentée permet de poser une base qui est une base sur laquelle on va discuter, d'accord, pour se mettre d'accord, pour explorer ensemble et avoir, alors c'est pas se mettre d'accord d'ailleurs, c'est plutôt avoir une compréhension commune des comportements clés, des compétences comportementales clés attendues d'un individu pour une mission attendue. Et donc ça oblige à parler à cœur ouvert, j'ai envie de dire, sur le job attendu, sur le candidat voulu, et ce sont des conversations extrêmement riches que ces données objectives permettent d'avoir pour qu'à la fin du processus, il y ait une décision humaine qui se fasse. Et donc, ce n'est jamais, évidemment, la machine qui décide à notre place. Pour autant, elle nous donne aujourd'hui des ressources, et que ce soit des données ou que ce soit des capacités d'analyse ou que ce soit même des supports d'analyse qui nous permettent de devenir plus intelligents. Yes, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est vraiment top. Intelligence collective. Voilà. Donc, je voulais juste rajouter ça parce que pour moi, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de pouvoir engager une discussion avec des dirigeants ou des équipes RH grâce à ce type d'outils. Voilà, voilà. Et l'objectivité, elle est importante, hein, vraiment. Récupérer une data qualitative aussi parce que souvent dans les parcours des employés, dans les parcours collaborateurs, on a aussi une chose qui manque, c'est des évaluations, c'est les fameux entretiens individuels annuels qui sont généralement un peu bâclés ou qui sont mal maîtrisés et en fait avoir une data et s'assurer que la personne puisse se développe et que ce qu'on a mis en place effectivement fonctionne ou ce qu'on a mis en place il faut l'ajuster, c'est super important. Donc il faut des bons outils. Par rapport, et c'est en lien aussi avec la question de Priscilla tout à l'heure, comment on fait pour influencer, surtout pour impliquer les différents acteurs? Eh bien, moi, la stratégie que j'utilise, c'est, vous savez, c'est le sujet de marque employeur, c'est déjà là dans des organisations. On va parler de recrutation, sauf qu'on en parle différemment. Et le but du jeu, en fait, c'est personnellement, je pense que quand on est sur une organisation qui n'a pas, ou des dirigeants qui n'ont pas très envie, qui sont un peu résistants, eh bien, on va commencer par des petits projets. Et donc, par exemple, j'ai un nouveau recrutement à lancer, qu'est-ce que je peux mettre en place effectivement une job description, par exemple un descriptif de poste qui sera un peu différent, soft également. Je vais également m'assurer respectueux sur mon mailing, je vais être très respectueux sur
mon retour après recrutement. Je vais envoyer un message de remerciement à tous mes candidats. Je vais m'assurer d'avoir également préparé un super onboarding, une super intégration avec les bons documents. Je vais mettre en place en fait des petites choses et ensuite mesurer effectivement comment ça marche. Je vais mesurer la satisfaction du candidat, la satisfaction de l'employé. Je vais mesurer la qualité et l'efficacité de mon recrutement, donc le temps de recrutement. Je vais mesurer le coût de mon. Quand on met en place une stratégie effectivement de marque employeur efficace, donc c'est du marketing RH, hein, donc on se rend compte que le coût à l'embauche, les délais, le nombre de jours aussi de vacances à un poste diminue. Plus de candidats peut-être à un poste et souvent aussi, finalement, moi, le nombre de candidats pour un poste, ce n'est pas un indicateur. Je vais plutôt regarder le nombre de candidats qualifiés pour un poste, qui matchent le plus à un poste. Ça veut dire que j'aurais fait une super annonce, que j'aurais utilisé les bons canaux pour trouver justement ces pépites. Le niveau aussi, le taux d'acceptation de mes offres, par exemple, si je parle de recrutement. Après, en rétention, mobilisation, on a aussi les indicateurs qui sont super utiles. Tout simplement notre turnover, donc qu'il soit volontaire ou involontaire. Le niveau le taux de démission, par exemple, de mes super performants, de mes hauts performants. Le taux de rétention des nouveaux. On se rend compte qu'on a 60% des gens, des nouveaux collaborateurs qui partent avant un an. Ça représente un coût de dingue, c'est-à-dire qu'on est en moyenne à 15% sur le salaire annuel. Voilà, c'est le coût. C'est un coût énorme. Et donc, tout ça se mesure. Et donc, si vous voulez que vos dirigeants vous accompagnent dans la durée, parce qu'encore une fois, c'est un travail dans la durée, eh bien, on doit identifier les bons projets, ceux qu'ils vont comprendre, on doit identifier les bons indicateurs, les évaluer régulièrement, on doit mesurer le retour sur investissement, donc combien ça a coûté, combien ça nous a rapporté, parce que quand on a un temps, par exemple, un délai de recrutement qui a baissé, ça nous coûte moins cher. En fait, on a peut-être 2 personnes qui ne sont pas mobilisées sur ce recrutement. Ces deux personnes, elles coûtent tant de l'heure. Et donc, on va tout de suite savoir combien ça nous a coûté et donc combien on a économisé. On a des indicateurs aussi. Oui, pardon. Moi, oui. Je suis partie, c'est vrai. Oui, exactement. Alors, Swazik, j'avais prévenu tout le monde. J'avais prévenu tout le monde que voilà, il fallait savoir t'arrêter, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est passionnant, évidemment. Tu rentres dans une logique là de conseil et de coaching, Smart Metrics. Il est 12h40. Moi, je crois que c'est important de s'y tenir. On est extrêmement reconnaissant. Vous nous avez suivis, vous nous suivez. Vous avez compris que c'est uniquement le début de notre relation. Donc, vous avez mon adresse mail parce que je vous ai envoyé l'accès à ce webinaire. On est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, Perf&Go, Smart Metrics. Vous avez aussi Frédéric, que je remercie, qui est là, qui est notre chargé responsable commercial, qui est aussi en lien, qui est aussi copié dans les emails. Donc, continuez à venir vers nous. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais on les a vues. Donc, posez-les nous directement, on répondra. Si vous voulez des démos, on vous fait des démos. C'était le 2e webinaire de la saison 2021 de Perf&Go. Je remercie Swazik Merdrignac, je remercie Smart Metrics et je vous remercie, vous, du fond du cœur. C'était top d'être là avec vous, dans des conditions, vous ne le savez pas, ceux qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais on est très heureux d'avoir tenu ce webinaire malgré les conditions extérieures. Et on vous donne rendez-vous dans un mois, normalement, pour le 3e webinaire de la saison. Voilà. Merci pour vos messages. Merci pour vos remerciements. Ça nous touche beaucoup. C'est très encourageant. Très bonne semaine. En tout cas, très bon jeudi, très bon vendredi, très bon week-end à venir. Et à très bientôt. On est connectés. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Swazik. Merci à vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et c'est des sujets qu'on adore traiter. Donc, vous l'avez vu. Et donc, c'est reparti pour le mois prochain. Et surtout, il y a plein d'articles sur le blog de Smart Metrics. Il y a plein de ressources. On va envoyer tout ça, à lire sur tous ces sujets passionnants. On va envoyer tout ça. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Salut.